respecter les prescriptions en matière de temps de travail et que 10 minutes ont été données à chacun des intervenants, je me suis dit que 10 minutes pour parler de la mise en œuvre du droit de l'Union européenne par la Chambre sociale de la Cour de cassation, c'était absolument impossible, et que donc le mieux, c'était que je vous parle des cas dans lesquels le droit social de l'Union européenne n'est pas applicable, mais où, néanmoins, il exerce une sorte d'ombre portée de voisinage sur des situations qui, formellement, relèvent strictement du droit national, mais où, néanmoins, nous sommes absolument conduits à tenir compte du droit de l'Union européenne, et en parlant, en quelque sorte, de ce qu'on pourrait appeler les interstices du droit de l'Union européenne, ça permet de mettre le doigt sur une caractéristique essentielle du droit de l'Union européenne, c'est qu'il s'agit d'un droit défini en termes d'objectifs à atteindre, et que, du coup, il est parfois assez difficile de dire jusqu'où s'arrête l'influence du droit de l'Union européenne. Je vais citer 3 exemples issus d'arrêts récents. Le premier exemple, c'est la question de la notion de temps de travail effectif et l'arrêt qui a été rendu le 23 novembre 2022 sur le temps de trajet des salariés itinérants. Comme vous le savez, en 2018, la Chambre avait, dans un arrêt, fait application de l'article L31-21-4 du Code du travail qui dit péremptoirement que le temps de trajet des salariés ne constitue pas du temps de travail effectif. Et nous étions en contradiction avec l'arrêt TICO de la Cour de justice, un arrêt du 10 septembre 2015, qui dit que sur le temps de trajet des salariés itinérants, il faut regarder les suggestions qui pèsent sur le salarié itinérant lors du trajet entre son domicile et le premier client, et le soir entre son dernier client et le retour au domicile. La difficulté, c'est que nous étions saisis en 2022 d'un dossier concernant un rappel d'heures supplémentaires. Or, vous savez tous que théoriquement, la directive de 2003 ne concerne pas la rémunération. Elle concerne uniquement le temps de travail au titre du droit au repos, c'est-à-dire qu'elle détermine des temps maximaux de travail, notamment hebdomadaires, mais elle ne concerne pas la rémunération. La Cour de justice le répète un certain nombre de fois. Nous aurions été plus à l'aise, évidemment, si nous avions été saisis d'une demande de dommages et intérêts pour dépassement des plafonds de la directive. Mais la difficulté que nous avons, c'est qu'en droit français, la notion de temps de travail effectif a une double fonction. C'est-à-dire qu'à la fois, ça détermine le droit au repos, et en même temps, ça permet de comptabiliser le nombre d'heures de travail et, le cas échéant, le déclenchement de majoration pour heures supplémentaires. Du coup, la difficulté, c'est que ça dépend comment on entre dans cette disposition spécifique sur le temps de travail effectif. Dans les arrêts des années 2000 sur les éducateurs dans les chambres de veille et dans tout le secteur médico-social, nous avons dit c'est du temps de travail effectif. Donc du coup, aucune difficulté vis-à-vis du droit au repos, rien n'interdit par voie d'accord collectif, et c'est le cas, de prévoir une rémunération moindre et de prévoir que ces heures de veille ne sont pas rémunérées à 100%. Et là, il n'y a aucune difficulté au regard du droit de l'Union puisque la directive ne concerne pas la rémunération. Mais en revanche, dans cet arrêt de 2018 sur les salariés itinérants, quand on dit que ça n'est pas du temps de travail effectif, il n'y a pas de problème pour la rémunération, mais évidemment, on est en complète violation du droit de l'Union européenne en ce qui concerne le droit au repos. Et donc, du coup, dans cet arrêt, bien que nous ayons été saisis d'une demande de rappel d'heures supplémentaires, nous avons considéré que dès lors que, et ça c'est très important, la notion de temps de travail effectif qui figure dans la directive est une notion autonome, c'est-à-dire définie par le droit de l'Union et non pas renvoyée pour sa définition au droit interne de chaque État membre, nous étions tenus de faire évoluer notre jurisprudence par une interprétation conforme subtile qui a considéré à intervertir l'ordre des facteurs entre les articles L31-21-1 et L31-21-4 pour dire qu'il fallait regarder d'abord si, durant le temps de trajet, le salarié itinérant n'était pas soumis à des suggestions telles que c'est du temps de travail effectif, et dans le cas contraire, après, on fait application de l'article L31-21-4.
Un autre exemple qui est extrêmement topique également en matière de temps de travail, ce sont les deux arrêts de plénière de chambre, le 18 mars 2020 et 27 janvier 2021, sur les heures supplémentaires et sur la preuve des heures supplémentaires. En fait, quand vous regardez ces arrêts, comme on était sur des demandes de rappel d'heures supplémentaires, dont de rémunération, dont dans un cas où la directive de 2003 n'était pas applicable, ces arrêts ne parlent à aucun moment de la jurisprudence de la Cour de justice et ne citent aucun texte de droit de l'Union européenne. Vous allez regarder les rapports des conseillers rapporteurs, ils sont exclusivement fondés sur l'arrêt Deutsche Bank de la Cour de justice du 14 mai 2019 sur la preuve des heures supplémentaires et sur l'obligation pour l'employeur de prévoir un système de décompte du temps de travail. Là aussi, c'est extrêmement éclairant. Le second exemple que je voudrais citer, c'est nos arrêts du 13 septembre dernier. Je pense qu'on ne comprendrait pas que je n'en parle pas. Évidemment, je ne vais pas vous faire l'injure de vous dire ce qu'ils ont jugé, puisque tout le monde en a parlé. Quand même, je voudrais faire une petite mise au point, car j'ai lu ici ou là, sous des plumes plus ou moins autorisées, que la Chambre sociale aurait fait une application directe horizontale de la directive de 2003, ce qui évidemment n'est absolument pas le cas. Il suffit de lire ces arrêts et de voir notamment le visa de cassation. Ces arrêts sont exclusivement fondés sur l'effet direct de l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tel que reconnu par la Cour de justice dans les arrêts du 6 novembre 2018. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler, dont je ferme la parenthèse. Je voulais vous parler de la question de la 5e semaine, puisque le droit de l'Union européenne ne prévoit que 4 semaines annuelles de congés payés, et le droit français, lui, reconnaît une 5e semaine. Donc pour la 5e semaine, nous sommes théoriquement uniquement sur le terrain du droit national. Bon. Néanmoins, la Chambre a décidé d'autorité d'étendre la solution à la 5e semaine, au visa de l'article 1132.1 du Code du travail qui prohibe notamment les discriminations en raison de l'état de santé, en disant que si nous faisions une solution limitée aux 4 semaines prévues par le droit de l'Union européenne, ça allait avoir pour conséquence de créer une discrimination en matière d'état de santé, puisque ça signifiait que les salariés qui sont en arrêt maladie ont droit à 4 semaines de congés payés, tandis que les salariés valides ont droit à 5 semaines de congés payés. Alors il nous faut certes respecter le droit de l'Union européenne, mais il nous faut aussi respecter notre Code du travail. Et j'attire en plus votre attention sur la manière dont est rédigé l'article 1132.1 du Code du travail. Et c'est la même chose pour l'article 1134.1. On ne parle pas d'employeur. Ils sont rédigés de manière impersonnelle. On dit toute personne ou tout salarié ne peut pas être discriminé, etc. D'abord parce qu'en plus, ces articles sont applicables pour les discriminations à l'embauche, ils sont applicables aussi aux emplois publics. Et quand on regarde l'article sur la charge de la preuve, l'article 1134.1, on vous parle de la partie défenderesse. Donc nous avons considéré en quelque sorte que cette prohibition des discriminations en raison de l'état de santé visait aussi le juge et pas seulement l'employeur. D'où l'extension à la 5e semaine de congés payés. On avait fait exactement la même chose, la même extension dans un arrêt qui concerne la période d'éviction, c'est-à-dire en cas de licenciement nul et de réintégration du salarié. La Cour de justice a dit dans les arrêts Utrecht Banca que durant toute cette période, le salarié avait droit à des congés payés, puisque le licenciement est nul et qu'il est censé être resté au travail, ce que nous avons appliqué donc dans un arrêt du 1er décembre 2021, et on avait déjà fait l'extension à la 5e semaine, et on l'avait déjà fait aussi dans un arrêt du 21 septembre 2017 sur la charge de la preuve de ce que l'employeur a pris des mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé payé. Parce que j'attire toute petite attention, la Chambre sociale n'avait pas attendu les arrêts de la Cour de justice du 6 novembre 2018 pour établir que la charge de la preuve pesée sur l'employeur de démontrer qu'il avait mis le salarié en mesure de prendre effectivement ses congés. On l'avait dit dès 2012,
et eu égard à la finalité de la directive, d'ailleurs c'était figurait dans les arrêts dès 2012, et on l'a étendu le 21 septembre 2017 à la 5e semaine de congé payé. Dernier exemple, beaucoup plus récent encore, qui est un arrêt du 20 septembre 2023, qui est très intéressant parce que ça concerne un accord de participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise. Et comme vous le savez, le Code du travail permet 3 critères possibles pour la répartition de la participation entre les salariés. Soit un critère en fonction de la rémunération, soit un critère en fonction de la durée de présence effective, soit une répartition par salarié de manière tout à fait abstraite. Et donc l'accord collectif en question procédait à une répartition en fonction de la durée de présence du salarié. Le salarié était en mi-temps thérapeutique. Et du coup, pour la période de mi-temps thérapeutique, où pendant la moitié de son temps il n'était pas présent dans l'entreprise, l'employeur a considéré qu'il n'avait droit qu'à une demi-participation. Alors l'accord collectif ne disait rien, donc ce n'était pas une question d'incompatibilité, mais plutôt de la manière dont on interprétait l'accord collectif et de la manière dont on l'appliquait. Et donc nous avions songé à la directive du 27 novembre 2000 qui prohibe notamment les discriminations en raison du handicap. Alors j'ai le droit de vous dire ça, pourquoi ? Parce que la Chambre a fait un avis 1015, c'est-à-dire, c'est le numéro de l'article du Code de procédure civile, c'est-à-dire un avis aux avocats disant que la Chambre entendait soulever le fait que cette situation était contraire à la prohibition des discriminations en raison du handicap figurant à la directive du 27 novembre 2000. Sauf que l'avocat au Conseil nous a répondu, ça ne va pas du tout, parce que ce mi-temps thérapeutique n'a duré que 8 mois, et du coup, je doute qu'au regard de la définition du travailleur handicapé qui résulte de la jurisprudence de la Cour de justice, et notamment de l'arrêt d'Awidi, par exemple, 1er septembre 2016, où on dit qu'il faut que la personne concernée se trouve en situation d'incapacité temporaire de travail pour une durée indéterminée, avec une limitation de capacité qui pourrait être qualifiée de durable, doit être limitée pour un temps qui n'est pas, enfin, dont le terme n'est pas aisément prévisible. Donc, nous avons abandonné l'idée de nous fonder sur le droit de l'Union européenne, et donc, du coup, nous sommes sortis du droit de l'Union européenne, si je puis dire, et nous nous sommes fondés cette fois sur la discrimination en raison de l'état de santé, c'est-à-dire l'article 132.1 du Code du travail, en disant que pour la répartition de la participation aux bénéfices, il ne fallait pas tenir compte de l'absence due à un mi-temps thérapeutique, ce qui donne une solution beaucoup plus générale, mais qui, en partie, va s'appliquer aussi aux travailleurs handicapés dans le cas où on serait dans un arrêt de travail extrêmement long. Donc on pourrait multiplier d'autres exemples en matière de discrimination, c'est-à-dire tous les cas où nous avons un texte de droit national qui sert en partie à l'application du droit de l'Union européenne, en partie seulement, et même quand nous ne sommes pas stricto sensu dans le champ d'application du droit de l'Union, on est obligé d'en tenir compte, sauf à se retrouver potentiellement en situation d'infraction avec le droit de l'Union européenne. Je vous remercie.